Bonjour et bienvenue sur la philosophie de combat, 11e vidéo. C'est la deuxième consacrée à la rhétorique, et cette fois-ci, la rhétorique dans le langage. C'est sans doute la vidéo qui va intéresser le plus de monde, vu que j'ai parlé de rhétorique au niveau non verbal, c'est-à-dire tout ce qu'il faut mettre en avant ou mettre en œuvre pour pouvoir être le plus crédible possible avant d'ouvrir la bouche, et maintenant on va voir ce qu'on peut faire quand on ouvre la bouche. Pour commencer cette vidéo, je vais commencer par un poème de La Fontaine que j'aime beaucoup, et qui va un peu résumer mon propos. La chauve-souris et les deux belettes, de Jean de La Fontaine. Une chauve-souris donna tête baissée dans un nid de belettes, et sitôt qu'elle y fut, l'autre, envers les souris de longtemps courroucées, pour la dévorer accourut. Quoi, vous osez, dit-elle, à mes yeux vous produire, après que votre race est tâchée de me nuire? Vous n'êtes pas souris, parlez sans fiction, oui vous l'êtes, ou bien je ne suis pas belette. Pardonnez-moi, dit la pauvrette, ce n'est pas ma profession. Moi souris, des méchants vous ont dit ces nouvelles, grâce à l'auteur de l'univers, je suis oiseau. Voyez mes ailes, vive la jante qui fend les airs. Sa raison plut et sembla bonne. Elle fait si bien qu'on lui donne liberté de se retirer. 2 jours après, notre étourdi, aveuglément va se fourrer chez une autre belette aux oiseaux ennemis. La voilà de rechef en danger de sa vie. La dame du logis, avec son long museau, s'en alla la croquer en qualité d'oiseau. Quand elle protesta qu'on lui faisait outrage, moi, pour tel passé, vous n'y regardez pas, qui fait l'oiseau, c'est le plumage, je suis souris, vive les rats, Jupiter confonde les chats, par cette adroite répartie, elle sauva 2 fois sa vie. Moralité de l'histoire, plusieurs se sont trouvés qui, d'écharpe changeant, au danger ainsi qu'elle, ont souvent fait la figue, le sage dit selon les gens, vive le roi, vive la ligue. Voilà, ça c'était le quart d'heure émotion. En fait, la rhétorique, essentiellement, et c'est souvent comme ça qu'on comprend la rhétorique, c'est comment utiliser des mots pour convaincre les gens. Donc, convaincre avec les mots, ça s'apprend. Il y a beaucoup de techniques pour faire ça. Il faut savoir articuler les phrases, choisir les bons mots. Tout ça, comme je le répète encore une fois, mais c'est des choses que n'importe qui peut apprendre et ça s'apprend. Avec un bon gestuel, un bon vêtement, comme j'ai pu le dire avant, ou une bonne attitude, ça c'est tout ce qui est non verbal. Et avec le verbal, vous allez pouvoir convaincre un certain nombre de gens, tout simplement en raccrochant, si vous voulez, dans leur esprit, des idées théoriques. Quand on utilise des idées théoriques, ça j'ai pu le dire par avant, on essaye d'associer un certain nombre d'idées ensemble. D'où vient ce phénomène d'assembler? C'est tout simplement l'intelligence humaine, comme j'ai pu le dire, qui nous fait faire ça. Il y a tout ce qu'on assemble de façon consciente et tout ce qu'on assemble de façon inconsciente. L'inconscient, je vais laisser ça à Freud, et tout ce qui est conscient, je vais vous en parler. Quand, si vous voulez, un sage vous parle et vous convainc d'un certain nombre de choses, tel Socrate a pu le faire, eh bien ce qu'il est en train de faire, il essaye d'assembler les idées dans un ordre à laquelle vous n'aviez pas pensé. Ou si vous voulez, d'une gravité ou d'une façon, avec certains mots, et ces idées les connectant ensemble, eh bien, vous avez soudainement une vision nouvelle d'un problème que vous aviez avant de commencer à y réfléchir. Et donc, en fait, quand vous manipulez avec des mots une personne, ou vous essayez de convaincre, choisissez le mot qui vous plaît. Certains vous diront mentir, d'autres diront manipuler, et d'autres diront convaincre. Choisissez la phraséologie que vous voulez. Eh bien, qu'est-ce que vous faites, tout simplement? Vous assemblez les mots ou les idées d'une façon qui semble logique, et tout en semblant logique, en fait, vous permet de gagner au niveau de la discussion sur le terrain, de démontrer que vous avez raison, ou alors tout simplement de convaincre que la façon dont la personne qui vous parlait attachait les idées dans son esprit et les mots dans ses phrases était incorrecte. Il n'y a pas 36 000 façons de toute façon d'apprendre la rhétorique. Le seul et unique façon de faire là, c'est vraiment un art qui s'apprend et certains sont évidemment naturellement doués avec les mots, on appelle ça des écrivains. Enfin, en tout cas des gens doués avec des mots qui travaillent, eh bien, il est aussi, on peut apprendre toutes ces choses-là. Certains apprennent plus vite que d'autres, et on peut apprendre effectivement à placer ses mots, choisir ses mots. C'est un apprentissage long, c'est comme la philosophie, tout ça, mais l'avantage c'est que c'est très démocratique dans le sens où n'importe qui peut apprendre à faire ça. Et moi, ce que je vais essayer de faire, sans vous parler de tout ce que j'ai pu apprendre sur la rhétorique, c'est vous en parler, on va dire aborder le sujet sans rentrer à fond dedans, puisque je pense que sur tous les sujets que j'aborde depuis maintenant, je referai, mais ça je l'ai déjà dit dans mon ancienne vidéo, je le redis ici, je referai quelques approfondissements sur les sujets. Donc on est là pour convaincre avec des mots.
Alors, pour ceux qui ont vu ma deuxième vidéo sur l'épistémologie, ils ont vu à un moment donné que j'utilisais un différent type de mots pour décrire, par exemple, ceux qui sont dans la misère, les pauvres. On peut dire les pauvres, les feignants ou les exploités. Et en fonction du mot qu'on allait utiliser, on allait plus ou moins influencer ce qu'on pensait de ce sujet-là. Donc ça, c'est de la rhétorique. J'en ai parlé dans l'épistémologie, c'est juste pour démontrer que même quand on cherche les fondements d'une science, on cherche à la base aussi tout ce qui est de l'ordre de la définition ou du bon mot qu'il faut utiliser. D'ailleurs, souvent pour ça que les hommes politiques se battent sur un certain nombre de termes, parce que quand on utilise un certain nombre de mots dans le débat public, etc., eh bien, si vous voulez, ces mots sont chargés d'un sens, et en fait, on va transmettre ce sens à travers les mots qu'on utilise. Et certains ne se battent que sur les mots qu'ils utilisent pour pouvoir convaincre. À partir du moment où on adapte un certain nombre de façons de parler, eh bien, on voit le monde complètement différemment. Et souvent, le débat politique, malheureusement, mais ça arrive aussi, ne se joue que sur un certain nombre de mots qu'on utilise. Alors, on va commencer par tout ce qui est bien comprendre la puissance d'un mot, d'un adjectif qualificatif quand on veut décrire quelque chose. Donc, par exemple, des gens disent, c'est pas forcément mon cas, mais ça pourrait l'être, peut-être que je pense ça, peut-être pas, euh, les centrales nucléaires sont dangereuses. Alors, là, j'ai dit un problème de façon assez neutre, hein, sans trop exagérer, et je vais essayer de dire, si vous voulez, cette même chose de façon différente, et la façon dont je vais le dire va, 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 va influencer la force de ma phrase. Donc, je pourrais dire les centrales nucléaires sont dangereuses ou ne sont pas dangereuses. On n'est pas là pour savoir si on est pour ou contre les centrales nucléaires, on est là, bien entendu, pour savoir les mots qu'on peut utiliser. Donc les gens qui sont, si vous voulez, ouais, les gens qui seraient contre, mais qui ne sont pas sérieux, diraient par exemple, les centrales nucléaires sont des monstres, sont des abominations de la nature et ce genre de choses. Quand on a un vocabulaire trop fort pour parler d'une chose, on n'est pas très crédible, euh, c'est-à-dire que on va trop loin dans son adjectif qualificatif, ce qui décrédibilise ce qu'on voulait dire à la base. Si on voulait dire que les centrales nucléaires sont dangereuses et on est un fanatique de la nature, je sais pas si ça existe d'ailleurs, mais bon, et on va dire au lieu de ça, de dire qu'elles sont dangereuses, on va dire que ce sont des abominations de la nature. Là, tout de suite, on est dans le délire et on va trop loin. On peut dire la même chose de façon moins forte tout en restant dans la gravité de les centrales nucléaires sont dangereuses, les centrales nucléaires sont des ignominies, je vais dire des crimes contre la nature, sont une bombe à retardement par exemple, et tous ces mots-là, tout en étant un peu plus imagés et un peu moins forts et un peu moins caricatural, sont beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus sérieux. Si je vous dis que les centrales nucléaires sont des bombes à retardement, ça, si vous voulez, c'est très fort, c'est pas trop fort, c'est-à-dire que ça va pas trop loin, ça peut être pris au sérieux comme phrase, mais c'est pas tendre avec les centrales nucléaires, c'est-à-dire qu'on va très très loin dans le mot qu'on va employer pour décrire ces choses-là. Bombe à retardement, c'est par exemple que des gens, des militants, on va dire ouais, de Greenpeace par exemple, pourraient dire, ne pas utiliser une façon gentille de dire les choses, mais une façon extrêmement grave. On va descendre un peu dans la violence, hein, descendre un petit peu dans la violence des termes, c'est simplement dire qu'elles sont dangereuses ou qu'elles posent un problème, ce genre de choses. C'est une façon sérieuse et neutre de poser le problème, si tant est qu'il y ait un danger avec les centrales nucléaires, bien sûr. Et puis on peut utiliser des façons de dire qu'elles sont dangereuses, mais de façon moins grave, par exemple, ça serait de dire qu'elles sont bénignes. C'est comme une tumeur bénigne, quoi. Il y a un petit mal, mais on peut le soigner, on peut le résoudre facilement, ou on pourrait dire les centrales nucléaires sont un mal nécessaire. Et en fonction de l'adjectif qualificatif, retenez bien que les adjectifs qualificatifs sont très importants en rhétorique. En fonction de sa puissance qu'on utilise plus ou moins fort, eh bien, on va diminuer. Donc, si je veux dire qu'il y a un danger sur les centrales nucléaires, je peux dire tout simplement qu'elles sont dangereuses.
que ce sont des crimes contre la nature, des bombes à retardement ou un mal nécessaire. Et puis je pourrais dire exactement l'inverse. Si je voulais dire que les centrales nucléaires sont utiles, je pourrais dire voilà, elles sont irremplaçables. Voilà, ça serait très fort, mais ça serait trop fort peut-être. Une façon de dire qu'elles sont utiles, mais de façon très faible, ça serait de dire elles sont un vestige du passé, par exemple. C'est une façon de dire oui, c'est bien, mais on peut aller au-delà, quoi. Alors, très important, repérez dans vos phrases, dans les phrases des autres, les adjectifs qualificatifs et essayez de les mesurer en fonction de leur intensité, si c'est un vocabulaire assez neutre ou si c'est un vocabulaire qui est tendancieux, c'est-à-dire un vocabulaire qui vous amène à une vision de l'objet qu'on va juger. Et si cette vision, elle vous semble complètement trop élevée ou trop basse, vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait dans le réel. Par exemple, sur des sites internet, sur des tas de sites en France, il y a des gens qui posent des commentaires, et il y a quelque chose qui s'appelle le point Godwin, je crois, c'est Goodwin, je sais plus comment, et c'est-à-dire le nombre de phrases qu'on peut s'échanger, le nombre de messages qu'on peut s'échanger, avant qu'on arrive, deux personnes sur un débat, le nombre de phrases qu'elles peuvent échanger avant de se traiter de nazis, ou de dire qu'elles sont un agent de la CIA, ou des bêtises de ce genre-là. Eh bien, si vous voulez, au fur et à mesure que les gens échangent, comme justement il y a pas de dialectique sur Internet, eh bien le problème c'est que les gens échangent très vite et ils arrivent très vite à la fin du livre de tout l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer quasiment, c'est-à-dire en gros on insulte l'autre pour dénigrer tous ses propos. Eh bien euh, l'important en rhétorique n'est pas de savoir si les centrales nucléaires sont bien ou pas, là, c'est dans les mots qu'on emploie. L'important c'est de bien savoir, de bien repérer les adjectifs qualificatifs. Et si vous voulez, quand quelqu'un a un discours face à vous, vous avez un discours face à lui, essayez d'avoir des adjectifs qualificatifs neutres. Et si vous repérez dans le vocabulaire des autres des adjectifs qualificatifs qui sont trop forts, repérez-le, parce que c'est un signe que la personne, soit elle a des idées floues par rapport à un sujet, et qu'on va pouvoir la convaincre par rapport à des idées floues en le clarifiant, en changeant ces idées floues en idées acquises. Eh bien, quand on fait ce passage-là d'une façon, par exemple, quelqu'un remarque la pauvreté, mais il sait pas comment appeler ça, et si vous lui dites, bah, cette pauvreté que tu vois, c'est de la fainéantise, eh bien, il va avoir une idée acquise de la misère et de la pauvreté, mais très tendanciellement acquise, c'est-à-dire que elle sera acquise d'une façon assez spéciale. Et si vous rajoutez à cette vision du monde en plus qu'il y a des feignants, que ce sont des exploités, ce genre de choses, vous allez augmenter la puissance de cette idée acquise, puisque il y aura une tendance, c'est-à-dire, on va dire, pour aller vite, une tendance de droite qui sera à dire c'est des feignants, et une tendance de gauche qui aurait tendance à dire ce sont des exploités. Eh bien, quand les gens sont dans des idées floues et qui passent dans des idées acquises, eh bien, en fonction des mots qu'on va leur donner pour penser le réel, on met déjà, si vous voulez, une charge, comment dirais-je, une charge intellectuelle, une idéologie tout simplement derrière ces mots. Et en fait, on peut vous expliquer le monde d'une façon à ce que vous ne comprenez rien au monde, puisque vous allez avoir une vision du monde, d'autres existent. Et en fait, le but, en tout cas dans la philosophie de combat, c'est de voir de pas avoir une idée acquise, on va dire monomaniaque, où on ne voit qu'une seule chose dans cette idée acquise, mais des idées acquises. Par exemple, sur le nationalisme, par exemple, il n'y a pas que le nationalisme des années 30, il y a tout un tas de nationalismes. Il y a le nationalisme américain, il y a le nationalisme même s'il est très internationaliste, mais c'est pas grave. Il y a le nationalisme allemand des années 30, il y a le nationalisme français de Gaulle, il y a le nationalisme cubain, il y a des tas de types de nationalisme. Et si vous vous arrêtez à une idée du nationalisme et qu'on vous dit le nationalisme c'est Hitler les années 30, c'est vrai que vous n'allez pas voir cette idée globalement. C'est pareil pour la démocratie. Si je vous dis que la démocratie c'est Athènes, c'est l'esclavage et qu'il y a que 10% des gens qui peuvent voter, que la démocratie c'est le régime censitaire où il y a que les gens qui payent un certain nombre d'impôts qui peuvent voter, à ce moment-là, vous allez imaginer un certain nombre de choses sur la démocratie, vous allez dire cette idée est néfaste. Et l'idée, c'est d'avoir une idée acquise, c'est-à-dire pas une seule vision de la démocratie, mais beaucoup de visions de type de démocratie pour finalement pouvoir gérer ce qu'on vous dit par rapport à la démocratie et avoir une culture générale, ce genre de choses. Et puis après, les idées théoriques de ce que j'avais parlé, c'est ce qui vous permet de relier les idées entre elles. Et quand vous reliez entre elles des idées qui sont que vous avez tirées de tout ce que vous savez de vos idées acquises et qu'elles sont toutes tendanciellement orientées, eh bien quand vous allez relier les idées entre elles, vous allez avoir cette
tendance qui va se trouver dans la façon dont vous reliez les idées, et c'est justement ça qu'il faut essayer d'éviter, et on est là pour ça, et la philosophie est là pour ça aussi. Et c'est pour ça que dans la rhétorique, il y a, on va dire, un espace pour soit modifier des idées floues et les transformer en idées acquises avec des mots qui tendanciellement vont orienter ces idées acquises, et qui après, quand on les utilise pour réfléchir, eh bien malheureusement quand on relie les idées entre elles, on va les relier d'une façon qui est aussi tendanciellement modifiée. Et donc la rhétorique permet de convaincre à ce niveau-là. Elle permet aussi de convaincre à un niveau plus élevé dans les idées acquises. Si vous avez beaucoup d'idées sur, mettons, la démocratie, sur l'environnement et je ne sais quoi, eh bien, la rhétorique permet aussi de travailler sur des idées acquises en rajoutant, ou alors tout simplement en les modifiant, en rajoutant. C'est-à-dire vous avez une idée acquise, le nationalisme, et puis vous savez que le nationalisme c'est pas qu'une seule chose, ou l'environnement c'est pas qu'une seule vision, il y en a beaucoup, et donc vous allez pouvoir jongler avec tout ça. Mais celui qui va vous permettre d'en donner une de plus, si vous voulez, vous avez des tas d'idées sur ce qu'on peut faire avec l'idée de l'environnement, et celui qui va vous donner une image de l'environnement supplémentaire, ou une vision, ou voilà, idéos quoi, supplémentaire, et bien là ça se fait aussi avec la rhétorique, et c'est à ce niveau-là que vous allez pouvoir non plus avoir des idées qui sont que tendancieuses, mais avoir beaucoup de visions d'une seule idée. Et quand vous allez après réfléchir, vous allez avoir, on va dire, une vision théorique du monde beaucoup plus profonde et sérieuse, etc. Quand vous allez les relier entre elles, vous n'allez pas les relier en fonction de ce qu'on vous a dit, de ce qu'on vous a tendanciellement proposé comme vision du monde, mais vous allez relier vos idées d'une façon un peu plus libre et surtout, on espère, un peu plus logique. Mais la rhétorique, au moment où on construit ses idées, et quand on a des idées construites, on les déconstruit pas, on en rajoute d'autres, et bien à ce moment-là, la rhétorique vient et va vous permettre de voir les choses différemment. Voilà, c'était une partie un petit peu théorique, c'est pour ça que la rhétorique marche, c'est-à-dire que quand on a des constructions mentales, et quand quelqu'un va nous parler d'une construction mentale autre, ou d'une façon de construire son esprit, eh bien ça va modifier toute votre façon de penser, et a priori, votre façon de voir les choses, et a priori, votre façon de penser. Alors je vous invite vraiment, parce que ça c'est super, ils sont vraiment bien faits, les articles Wikipédia sur les sophismes. Alors ce mot sophisme en philosophie est extrêmement important. S-O-P-H-I-S-M-E, et les sophismes, on vous rajoute un S, eh bien, les sophismes, vous allez sur Wikipédia, vous avez l'article fait sur les sophismes, et vous allez vraiment vous marrer, parce que c'est toutes les façons tordues de tourner les phrases pour, si vous voulez, convaincre, voire détruire la position intellectuelle de quelqu'un, ou convaincre quelqu'un. C'est toutes les façons tordues, sophistiquées de de tordre les mots et de les utiliser à votre avantage. Vous pouvez aussi aller voir l'excellent article sur la rhétorique fait sur Wikipédia. Et puis n'hésitez pas à vous balader entre ça, c'est vachement bien fait sur Wikipédia. Vous pouvez aller d'une page à une autre. N'hésitez pas à vous balader pendant 1 heure ou 2 entre les sophismes et entre la rhétorique. C'est là où vous trouverez entre autres le plus d'informations et le plus de données utilisables, surtout que c'est gratuit, c'est à votre portée. Je ferai plus tard des vidéos pour expliquer mes sources, mais là je peux en donner une, je l'ai déjà dit, c'est l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. Il y en a beaucoup d'autres, mais celle-là je l'aime beaucoup, c'est un petit livre qui coûte pas cher, qui est très très vite lu, et, si vous voulez un peu rigoler, achetez l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. C'est toujours un petit livre sympa. C'est vite lu, alors que je profite là parce que c'est vraiment quelque chose qui est vite lu. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez mettre dans votre poche assez rapidement. Si vous voulez, si vous allez sur ces articles Wikipédia, vous allez vraiment avoir une vision très très large et très globale de ce que peut être la sophistique, les sophismes et tout ce qui est rhétorique. Si vous voulez, à ce moment-là, je pourrais couper la vidéo maintenant. Vous allez sur ces sites-là et vous verrez qu'il y a énormément de façons de tordre les phrases. Elles sont toutes regroupées là-bas. Donc plutôt que de copier un article Wikipédia et de faire une mauvaise vidéo, je vous invite vraiment à aller voir. Vous allez vraiment rigoler parce que c'est tellement de façons bien foutues d'argumenter. Et comme je l'ai dit, argumenter, savoir argumenter, ça marche pour demander une augmentation à son patron, pour séduire une fille, pour ceci, pour cela. Alors,
Je vais faire des petits points sur les trucs couramment utilisés vraiment c'est le basique du basique en rhétorique. Et je profite dans ma vidéo pour les dire. Bon, évidemment, si vous avez regardé tout ce qui est de l'ordre de sophisme et rhétorique sur Wikipédia, vous allez voir que pardon, il y a énormément de matériaux, de matières intéressantes à aller voir là-bas. Et donc ça vaut vraiment le coup de jeter un coup d'œil. Maintenant, il y a un certain nombre de trucs qui sont très souvent utilisés. C'est la base, malheureusement. C'est toujours un peu autour de ça que ça tourne. Et on va commencer par les attaques ad nominem, tout simplement. Les attaques ad nominem sont les plus terribles, les plus dégueulasses de toutes les attaques en rhétorique. D'ailleurs, souvent les gens sont pas très sages quand ils discutent. Ils vont souvent critiquer les gens. Alors on va dire l'attaque ad nominem, pour faire très simple, c'est l'attaque sous la ceinture. C'est-à-dire qu'on n'est même plus dans l'argumentation ou quoi que ce soit. On va critiquer quelqu'un pour des raisons qui n'ont rien à voir avec des positions, un langage, etc. On va tout simplement dire des choses comme vous avez un gros nez, des grandes oreilles, vous avez des dents comme un cheval, ou on va critiquer quelqu'un sur son physique. Ou vous appelez, je sais pas moi, vous appelez Adolphe par exemple, eh bien on va vous critiquer sur le fait que vous appelez, même si vous êtes un type sympa dans la vie, ça change que dalle, on va vous dire on va vous critiquer sur votre nom, sur vos sur vos qualités ou mauvaises qualités physiques. On va dire, on va noter votre transpiration sur les bras, votre bégaiement. On va vraiment, c'est que des coups bas sous la ceinture. C'est-à-dire qu'il y a, on ne, on critique la personne avant de critiquer son discours, ses opinions, la beauté de ses idées, ce genre de choses. C'est vraiment ce qu'il y a de plus dégueulasse. Malheureusement, c'est ce qui est le plus utilisé. C'est-à-dire quand vous avez un débat à la télévision, on va pas critiquer quelqu'un sur ce qu'il dit ou le point de vue qu'il défend. Ce qui serait un peu honorable, c'est d'attaquer quelqu'un de front. On va l'attaquer par derrière sous la ceinture, tout simplement en lui disant, en lui sortant, je sais pas moi, des phrases de sorties de leur contexte. On va leur dire, ça se fait beaucoup. On va tout simplement juger leur qualité physique. On va juger des gens qu'ils connaissent. On va juger on va vraiment, si vous voulez, on, on n'est plus dans le discours, on est vraiment dans le vous puez de la gueule, quoi. En gros, c'est ça. Quelqu'un a une belle phrase en latin, vous éternuez par exemple. Euh, ou quelqu'un commence à vous lancer une explication compliquée de je sais pas quoi, et vous bâillez de façon ostensible. C'est ça la ad nominem, on n'est même plus dans le discours, on est dans la critique pure de la personne. Et malheureusement, c'est ce que font beaucoup les enfants, c'est ce que font aussi beaucoup les adultes, faut pas rêver. Et c'est souvent quand des gens ont des points de vue différents, ils vont même plus commencer à chercher à discuter sur je ne sais quoi. Ils vont se traiter de nazis. Donc là, c'est des attaques ontologiques et des attaques vraiment sur la personne, sur la moralité de la personne, sur voilà, vous avez des grandes oreilles, donc vous ne pouvez pas. Enfin, ça peut voilà. Il vous manque une dent, enfin on revient à des choses qui sont vraiment dégueulasses, mais ça fait partie de, on va dire, de la rhétorique. Donc à la base, il y a de la rhétorique, c'est souvent quelque chose de très sale, c'est-à-dire on va pas chercher dans la vertu du discours à essayer d'améliorer ses idées, on va essayer de casser quelqu'un, non pas sur son discours, mais sur sa personne. Deuxième type très utilisé de rhétorique, qui sont tout aussi dégueulasses que les attaques ad nominem, c'est tout ce qui est de l'ordre du délit d'opinion. Alors c'est beaucoup utilisé encore aujourd'hui. C'était beaucoup utilisé surtout, on va dire, sur l'ère chrétienne, du style si vous avez je sais pas moi, si vous n'allez pas à l'église le dimanche, c'est que vous êtes contre Dieu, donc vous êtes pour les forces de Satan, donc il faut vous brûler. En gros, c'est le délit d'opinion, c'est qu'on n'a rien dit, rien fait, et on va déduire de vos actions, de vos actes ou de vos paroles un certain nombre de choses que vous n'avez pas dites, vous n'avez pas faites. Voilà, donc en gros, voilà, vous n'allez pas à l'église le dimanche, donc vous êtes pour Satan et violer des enfants. En gros, c'est ça qu'on va vous sortir, c'est le délit d'opinion.
Et à l'inverse, ça serait dire vous allez à l'église le dimanche, donc vous êtes pour Dieu, donc vous aimez les curés pédophiles et vous êtes un tueur d'enfants. Donc en gros, c'est ça le délit d'opinion, c'est que sur voilà, vous allez à l'église le dimanche parce que vous avez besoin de prier, parce que je sais pas, vous avez perdu un proche, et soudain on vous fait un délit d'opinion, c'est-à-dire vous avez besoin d'aller dans une église pour vous sentir un petit peu seul, et puis soudain on va vous critiquer sur le fait que vous êtes un tortionnaire d'enfants, etc. C'est dégueulasse aussi, mais c'est sur ce que on suppose que puisque vous dites ou vous pensez à un certain nombre de choses, vous avez un certain nombre d'amis qui sont, je sais pas moi, si vous avez un ami qui est au Front National, on va vous dire ah bah vous êtes d'accord avec Le Pen et puis vous, etc. C'est vraiment ce genre de choses qu'on va vous sortir. Ça s'appelle le délit d'opinion. Alors, c'est du style, par exemple, quelqu'un peut vous dire, je suis pas d'accord avec tout ce que dit Marine Le Pen, mais je trouve qu'il y a deux trois idées qui sont intéressantes. Il y a, pareil, on peut vous dire, ah bah, je trouve que je suis pas tout à fait d'accord avec Sarkozy, mais il a une ou deux idées qui sont intéressantes. Et vous faites ça pour tous les hommes politiques. Je suis pas tout à fait d'accord avec, je sais pas moi, Noël Mamère, mais il a une ou deux, etc. Eh bien, le deal d'opinion consiste à dire si vous êtes d'accord avec une ou deux idées de Marine Le Pen, c'est que vous êtes d'accord avec son père, c'est que vous êtes d'accord avec les gens les plus extrémistes qui l'entourent, et donc vous voulez le quatrième Reich ou je sais pas quoi. Pareil, si ça peut arriver à beaucoup de gens en France, on dit oui, je trouvais quand même que la défiscalisation des heures supplémentaires était une bonne chose et que Sarkozy, il a pas. Ah ben si vous êtes d'accord avec Sarkozy, vous êtes d'accord avec le patronat, donc vous voulez mettre des gens au travail à l'esclavage et puis les autres au chômage. Enfin bref, on va sortir ce genre de bêtises, c'est le délit d'opinion. C'est vrai que euh, même un homme politique avec qui vous n'êtes pas d'accord, ou un penseur, de toute façon générale, quelqu'un qui s'exprime, vous êtes un peu d'accord avec sur certaines choses, peut-être vous pouvez être d'accord avec le constat, vous pouvez être d'accord avec certaines choses que ces gens disent, ou leur façon de parler tout simplement, mais on va vous sortir que si vous êtes un petit peu d'accord avec ces gens-là, eh bien vous l'êtes complètement, et donc que en fait vous êtes on va déduire de façon totalement malhonnête un certain nombre de choses à partir de ce que vous on suppose que vous pensiez, ou etc. Donc du style, voilà, j'aime bien lire Astérix, j'aime bien Astérix le Gaulois, je trouve que c'est une bonne BD. Puis on va vous sortir. Donc si vous êtes d'accord avec Astérix, c'est que vous défendez le village gaulois, donc vous êtes un raciste, un nazi, etc. Donc voilà, c'est souvent ce qu'on vous sort, c'est pas tout à fait ad nominem, on va pas vous dire que vous puez la gueule, on va juste vous dire en gros que vous êtes d'accord avec et on va vous sortir tout un baratin. Voilà, donc si vous êtes d'accord avec Hollande, c'est qu'en fait vous aimez pas la France et que vous voulez que la France meure, et c'est bon, ça va dans tous les sens, hein. Et ça, c'est souvent utilisé pour discréditer aussi son adversaire au niveau de la rhétorique, sans même que la personne ait pu dire j'aime bien manger des pommes, ah bah vous aimez, ouais, ça. Et puis voilà, j'aime bien les pommes, les poires et les Scooby-Doo, et bien on peut dire ah bah à ce moment-là vous êtes ceci, cela, et tiens on va vous insulter. Ça s'appelle un délit d'opinion. Ça souvent aussi très utilisé. Alors, on va entrer dans la finesse, et ça c'est un peu plus fin. On est plus sous la ceinture, on est un peu, si vous voulez, dans la technicité du langage, qui est tout simplement la manipulation du sujet. Alors, la manipulation du sujet. Exemple, là je parle de philosophie, et quelqu'un viendrait me dire, par exemple, oui, mais la philosophie, c'est pas ça. C'est la philosophie, c'est dans les livres. La philosophie, c'est il faut faire des études de philosophie et puis machin. Et pour répondre, au lieu parce que je pourrais répondre à ce genre de bêtises de millions de façons, je pourrais dire tout simplement, euh, euh, tout simplement, je pourrais leur dire, vous ne parlez pas de philosophie, vous parlez de philosophie classique. Et à ce moment-là, si vous voulez, je manipule le sujet de la conversation en disant à la personne que ce qu'elle dit, je dis pas le contraire, hein, elle dit la philosophie c'est dans les livres, faire des études, tout ça c'est bien, mais je pourrais dire à ce moment-là, vous ne parlez pas de la philosophie que je fais moi, vous parlez de la philosophie qu'on trouve à l'université, ou la philosophie classique. Euh, voilà. Je ne dis pas qu'elle a tort, je dis juste qu'on ne parle pas de la même chose, qu'elle est, entre guillemets, hors sujet, si vous voulez. Le fameux hors sujet qu'on a souvent eu dans nos dissertations en philosophie ou en français, ou voilà. Donc
euh, qui est utilisée dans l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer, hein, c'est quand quelqu'un vous dit oui, alors c'est quoi son argument? Je crois que c'est les Anglais ont toujours été forts dans le domaine de l'art, par exemple, et puis quelqu'un vous dit mais non, les Anglais ils savent pas faire de l'art, ils sont nuls en art, et vous décalez le sujet, vous avez raison, mais moi je parlais très précisément du théâtre. Et, euh, et quand vous faites ça, eh bien, vous décalez le sujet. Je voulais pas dire l'art en général, je voulais dire le théâtre. C'est vrai que les Anglais ont toujours été très forts en théâtre. Regardez Shakespeare, par exemple. Eh bien, à ce moment-là, par exemple, j'ai fait une erreur en disant que les Anglais sont forts en art, parce que je pensais au théâtre, par exemple, et la personne va dire, mais non, ils sont nuls, machin, etc. Alors qu'ils sont très forts en peinture, hein, Constable, je sais plus comment on dit, c'est génial. Enfin bref, ils sont très forts en art, les Anglais. Et puis vous décalez le sujet, méthode d'évitement, et on change de sujet, et on fait en sorte que le propos de la personne qui vous a été émise soit hors sujet. Mais je parlais pas de l'art en général, je parlais du théâtre ou de la peinture, etc. Donc, en gros, c'est toujours un peu dire la même chose. On va manipuler le sujet, voilà, en fonction de son niveau de zoom. C'est très simple à comprendre, c'est-à-dire que si je vous dis votre analyse est un peu trop courte, il faut avoir une vision plus large. On va en gros dire que la personne, elle est trop dans le détail et qu'il faut une vision plus large, sinon on comprend rien. Et à l'inverse, euh, on va dire votre analyse est un peu trop large ou un peu trop labyrinthique. On peut utiliser plusieurs façons où elle est, euh, elle est alambiquée. Il faut une vision plus fine. Donc voilà, votre analyse est trop large, alambiquée, labyrinthique, etc. Il faut une vision un peu plus fine. C'est-à-dire qu'en gros, la personne avait un gros zoom comme ça, il essayait de voir le sujet d'ensemble. Eh bien, on va déplacer le viseur sur quelque chose de plus fin, une partie du sujet seulement. Et si vous voulez, comme ça, on peut manipuler le sujet. Soit on va à droite, soit on va à gauche. C'est-à-dire que on parle d'un sujet, puis on fait en sorte de faire comprendre à l'autre qu'on n'était pas tout à fait dans ce sujet sur lequel il fait une critique. On est d'accord avec sa critique, mais on parlait pas de ça, donc ton argument est à la poubelle. Ou en gros, on va faire la méthode du zoom, c'est-à-dire que la personne est trop dans le détail, on va recadrer sur quelque chose de plus large. Vous pouvez dire oui, mais votre analyse, elle est un peu trop fine, on comprend rien, il faut voir quelque chose de plus global. Ça n'enlève pas la pertinence de ce qu'a dit la personne, mais si on repart et on va dans le plus global, effectivement, ce qu'aura dit la personne est minimisé, ne serait-ce parce que le sujet qu'elle aborde est tout petit, et vous êtes en train de dire non, il faut aborder un sujet beaucoup plus grand. Et à l'inverse, c'est aussi vrai, c'est-à-dire que la personne est en train de parler du monde, de l'univers, et vous dites non, il faut étudier les molécules, les électrons, etc. Et bien pareil, vous êtes parti d'un sujet qui était immense, et puis vous êtes arrivé sur le petit détail. C'est aussi une autre façon, si vous voulez, de casser la discussion. Quelque part que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec la personne, ça on s'en fout, c'est vous êtes en train de dire qu'elle était en trop hors sujet ou trop large ou trop analytique, trop dans le détail. Voilà. C'est des façons qui sont un peu plus fines quand même et qui sont à noter. Alors il y a aussi tout un tas de comparaisons qui sont pas forcément maladroites mais qui sont là si vous voulez pour atténuer un peu la force de vos propos ou qui sont souvent des sophismes, hein, c'est-à-dire qu'on va comparer une chose à une autre de façon non logique. En gros, par exemple, quelqu'un, je sais pas, vous êtes en train de parler par exemple du vin rouge, vous adorez le Côte-du-Rhône et vous adorez les Monts d'Or et vous adorez la région lyonnaise, etc. Ce qui est bien. Eh bien, vous allez dire, pour un peu faire des comparaisons un peu vite fait, vous aimez pas le vin, vous préférez le pastis, par exemple, ça peut arriver. Et puis vous allez faire une comparaison qui est qui n'est pas bonne, si vous voulez, pour essayer de casser l'argumentaire de la personne qui va vous expliquer que le Gros Hermitage c'est le meilleur que etc. Que l'Hermitage, enfin bref. Et puis donc en gros, ce que vous allez faire, vous allez donner une comparaison pour ridiculiser un sujet ou différents objectifs dans la comparaison. Le but étant de convaincre. Par exemple, vous allez dire finalement le rouge, c'est comme le blanc, hein, c'est du raisin pressé. Voilà, exactement. Vous avez comparé le vin rouge et le vin blanc. Vous avez dit que c'était la même chose, mais c'est du raisin pressé. Ce qui a priori est logique, mais bon, on sait très bien que c'est pas vrai, que pour des tas de raisons, le vin rouge et le vin blanc sont vraiment des choses très différentes. Des bêtises qu'on entend souvent entre Staline et Hitler, il n'y a qu'une différence de moustache. Non, il n'y a pas qu'une différence de moustache. Euh,
C'est quoi? Ouais, la langue française, c'est comme la langue espagnole, sauf qu'on met des O à la fin de tous les mots. Ça aussi, il se trouve que oui, c'est faux, quoi. C'est tout simplement faux. Mais il se trouve qu'effectivement, en langue espagnole, il y a beaucoup de O à la fin des mots. Il y en a une récemment qui avait fait un philosophe, soi-disant philosophe à la télévision. Il avait dit l'armée libyenne, c'est pas l'Africa Corps. Ça, je m'en souviens très bien. Je l'avais noté, ça m'a marqué. Euh, bon, vous voyez, même aujourd'hui encore, c'est utilisé. L'armée libyenne, c'est pas l'Africa Corps. Vous voyez, les deux sont incomparables. Mais si vous voulez, dans le langage de la personne parlée, ça faisait vachement bien, surtout à la télévision. Et donc en fait, des comparaisons. Alors ça peut être utilisé pour différentes façons. Euh, si vous voulez ridiculiser un sujet ou comparer une chose à une autre, deux choses qui ne sont pas comparables. Hein, voilà, le vin rouge et le vin blanc. Si vous commencez à comparer ça, ben vous êtes dans l'erreur tout simplement. C'est comme dire que le poulet et le bœuf, de toute façon, c'est de la viande. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir. Donc, quand on compare, on veut, si vous voulez, faire une comparaison qui n'est pas bonne en fait. C'est-à-dire faire une comparaison, un lien entre deux idées qui ne marche pas puisque les choses ne sont pas comparables. Attention, comparaison n'est pas raison. Et souvent, par exemple, si on vous dit aujourd'hui que la crise économique actuelle est semblable à celle de 29 et qu'il faut utiliser aujourd'hui les mêmes procédés qu'on a utilisés en 1929 pour essayer de résoudre la crise, dire comparaison n'est pas raison. On ne peut pas comparer la crise de 1929 à la crise économique actuelle. Ça n'a strictement absolument rien à voir. Eh bien, souvent, c'est des choses qu'on fait un peu rapidement pour convaincre les gens qu'une situation est la même qu'une autre, et le lien logique n'y est pas si on réfléchit bien. Mais dans le discours, ça va tellement vite souvent dans un discours que ça passe bien, et souvent, on croit qu'un objet a la même ontologie qu'un autre objet, et ou voilà, que quelque chose est, et qu'on peut comparer cet être à autre chose. Et donc, comparaison n'est pas raison, donc il faut éviter de se faire embobiner par des comparaisons qui ne sont pas justes. Puis une dernière méthode qui est très utilisée, qui est géniale aussi, c'est la méthode de tout ce qui est question rhétorique. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc, je peux continuer. Voilà, c'est des phrases qu'on met, on n'attend pas une réponse du tout, et ça, c'est la fameuse question rhétorique, c'est-à-dire que ça nous permet d'enchaîner les mots dans une phrase, et si vous voulez, quand on le fait, euh, on essaye de faire en sorte que la personne valide tout ce qu'on a dit pour l'instant pour continuer à l'embobiner sur le reste de ce qu'on va dire. On peut vous poser la question encore, combien de temps allez-vous menacer l'avenir de nos enfants avec des centrales nucléaires? Hop, on vous tend le micro. Ou je pose la question à moi-même, encore combien de temps allez-vous continuer à faire des vidéos d'aussi mauvaise qualité? Puis on vous tend le micro. Alors face à ça, c'est évidemment pas une question, c'est une affirmation qui est cachée dans une question. C'est-à-dire que si je vous dis quelqu'un, par exemple, de chez EDF qui travaille dans une centrale nucléaire et vous lui demandez pourquoi est-ce que vous n'aimez pas la nature, il va vous dire bah si j'aime la nature, et vous dire bah pourquoi vous travaillez dans une centrale nucléaire, et, euh, et puis il va essayer, voilà, si vous voulez, il y a une affirmation dans cette question, et en fait il essaye de tendre votre réponse et surtout de vous mettre en difficulté. Alors face à ces choses-là, qui sont vraiment monnaie courante au niveau des questions, soit on ne répond pas, soit on peut répondre je ne réponds pas à ce genre de questions, reformulez votre question et peut-être j'y répondrai. Voilà, donc soit on se bat, si vous voulez, à la base au niveau de la question, j'accepte pas cette question, posez une autre ou posez-la différemment. Euh, Ça permet aussi d'enchaîner, hein. Et vous, qu'est-ce qui vous fait croire que les gens qui travaillent dans une centrale nucléaire n'aiment pas la nature? Ou alors répondez par une question, c'est encore mieux. Mais surtout, se mettre à répondre et à bafouiller, ça peut être dangereux. Voilà, pourquoi vous n'aimez pas la nature? Bah si j'aime la nature, alors pourquoi vous travaillez dans une centrale nucléaire? Bah je travaille dans une centrale nucléaire parce que soit parce que vous dites bah j'ai besoin de gagner du pognon, soit vous dites parce qu'il faut produire l'électricité, ou peu importe ce que vous répondez, et on va vous répondre ah bah oui mais vous savez que vous tuez des enfants ou vous faites fondre la calotte glaciaire, on va vous sortir tout un tas de bêtises et qui ont tendance à vous acculer si vous voulez et à vous faire dire n'importe quoi. C'est des techniques de sophistique qui sont vraiment très utilisées, il suffit d'allumer la télé et de voir n'importe quel débat. Hein. Il y en a un qu'on utilise beaucoup à la télévision qui est assez génial. Hein. Euh, si par exemple j'étais pro-nucléaire, je vous dirais pourquoi est-ce que vous avez peur du nucléaire? Est-ce que vous êtes nucléairophobe?
ou est-ce que voilà, les gens aiment bien les homophobes, enfin surtout les journalistes en ce moment, ils aiment bien tout ce qui finit par phobe, hein, christianophobe, islamophobe, judéophobe, environnementalistophobe, enfin on peut mettre phobe à la fin de tous les mots, et si vous voulez, l'avantage de mettre phobe à la fin d'une question ou d'un mot, ça permet de décaler le problème n'est plus politique, mais il devient soudainement psychologique, vous voyez, comme si l'environnement était un problème psychologique plutôt qu'un problème politique, mais bref. Donc vous voyez, poser des questions, savoir poser des questions et choisir ses mots, c'est très important si on veut essayer de convaincre l'autre, ou l'être dans une position très délicate et on ne sait pas quoi répondre. Alors, la meilleure façon de faire, c'est déjà d'apprendre que toutes ces choses-là existent et puis après réfléchir comment on pourrait contrer des attaques. Si on me demandait pourquoi vous continuez à faire des vidéos d'aussi mauvaise qualité, bah, soit je suis fatigué et je réponds et je me plante, soit je reste de marbre et je dis posez-moi une vraie question et peut-être j'y répondrai. Certains hommes politiques, quand ils sont bons en rhétorique, ils font ça. Ils ne répondent jamais à une question si la question n'est pas formulée de façon adéquate. Vous avez intérêt souvent à vous méfier des questions. Voilà. En même temps, j'ai pu dire l'expérience, souvent ça s'acquiert en posant des questions à tout le monde. Autant se méfier des questions qu'on nous pose, surtout quand elles sont aussi tendancieuses que celles-ci. Une autre chose qui est beaucoup utilisée, toujours des choses un peu plus fines, hein, les reformulations. On va tout simplement prendre c'est un peu du judo, hein, au niveau des mots, c'est-à-dire qu'on va prendre la force de l'adversaire pour la retourner contre lui. Quelqu'un va vous tenir un magnifique discours sur l'importance de la défense, de l'économie française, de mettre, je sais pas moi, des barrières tarifaires et douanières à la, dans l'Union européenne, etc., pour se défendre contre le dumping social de certains pays, pour faire ci, pour faire ça. Et face à cette personne qui va vous tenir ce magnifique discours sur les relocalisations ou sur la défense de l'économie par des méthodes douanières, de frontières en gros, vous allez non pas dire qu'il a tort, qu'il a pas tort, vous allez placer votre argument, etc. Vous pouvez tout simplement dire, reformuler ces phrases. Alors quelqu'un qui va vous parler de, je sais pas moi, de mettre en gros des taxes sur tous les jouets chinois qui arrivent en France, par exemple, eh bien, vous pouvez être totalement naturel et lui dire donc, si je comprends bien, vous voulez en gros que la production de jouets revienne en France. Ça serait une façon noble de reformuler ce que dit une personne. Maintenant, il y a des façons, la rhétorique c'est aussi dégueulasse, hein, il y a des façons qui sont sous la ceinture pour reformuler. Quelqu'un vous parle de mettre des barrières dernières, ce genre de choses, et bien vous lui dites, si je vous comprends bien, vous voulez tout simplement retirer le pain de la bouche des enfants chinois qui travaillent et qu'ils meurent de faim. C'est une façon dégueulasse de répondre parce que la personne va vous parler de l'économie française et comment la défendre, comment la protéger face au dumping social. Et vous n'allez pas lui répondre et lui reformuler ce qu'il est en train de dire. Vous allez reformuler de façon complètement tendancieuse ce qu'il est en train de dire. Vous allez tout simplement dire, comme je viens juste de lire, hein, donc si vous voulez relocaliser en France et mettre des barrières douanières, c'est que vous voulez que les enfants chinois meurent de faim. Ou qu'il y ait du chômage en Chine, ou je ne sais pas quoi. C'est pas ça qu'on veut. C'est entre le délit d'opinion, vous voyez, et le changement de sujet, mais on a cassé la personne non pas sur son discours, mais sur ses intentions, ou on a reformulé ses phrases, on a pris toute sa belle rhétorique contre lui, et on lui a rebalancé dans la gueule en reformulant ce qu'il a dit de façon, on peut dire de façon noble, hein, on peut dire les choses en mieux aussi, ça existe, on peut dire les choses de façon neutre, tout simplement reformuler et synthétiser un peu ce qu'a dit la personne, ou synthétiser et reformuler ce qu'a dit une personne de façon dégueulasse, histoire de détruire son propos. Pour continuer mon discours sur les centrales nucléaires, par exemple, ce que vous pouvez faire dans la reformulation, c'est dire, quelqu'un vous fait un magnifique discours pour vous dire qu'à quel point on a du mal à retraiter les déchets nucléaires, ce genre de choses, voilà, qu'il faut arrêter les centrales, et vous lui dites, eh bien, si je comprends bien ce que vous dites, vous voulez arrêter toutes les centrales nucléaires et que le pays retourne à l'âge de pierre. C'est-à-dire que vous allez reformuler toujours de façon extrêmement négative ce que vient dire une personne, et vous parlez de sauver l'environnement, de la planète et je sais pas quoi, et vous lui dites, bah, vous voulez que le pays retourne à l'âge de pierre. Ça n'a rien à voir, mais c'est vrai qu'on a reformulé ce qu'a dit la personne, et on a cassé son propos. Et enfin, souvent en rhétorique, hein, on a tout simplement des stratégies de rupture
j'utilise beaucoup dans les débats, du style on ne peut pas parler avec vous parce que vous ne maîtrisez pas assez le sujet, parce que vous n'avez pas les diplômes, parce que ceci, parce que cela. On ne peut pas parler avec vous parce que vous ne pouvez pas comprendre le sujet, parce que vous n'avez pas vécu tel type de situation. Ça se dit beaucoup aussi, ce qui est pas forcément faux en soi, mais euh, est-ce que seuls les gens qui sont allés dans l'espace peuvent parler du ciel? Ça me paraît difficile quand même. Genre, quelqu'un qui a, c'est vrai qu'un astronaute peut parler du ciel parce qu'il a été par quelqu'un qui a fait le voyage à la station internationale, il peut parler effectivement du ciel. Il peut parler de l'espace, mais l'astrophysicien qui a étudié l'espace toute sa vie, il peut aussi en parler lui. Mais voilà, si j'étais astronaute, je pourrais dire à l'astrophysicien, vous ne pouvez pas parler de ce sujet, vous n'avez jamais été dans l'espace. Vous voyez un peu le, de ce dont je parle, quoi. C'est-à-dire, on fait une stratégie de rupture, on casse de façon presque ontologique la personne en disant qu'elle n'est pas capable, qu'elle n'est pas un être capable d'avoir une relation avec ce sujet ou de comprendre ce sujet ou de parler de façon, à dire morale ou vertueuse de ce sujet. Voilà. Et puis souvent le point Godwin, hein, comme on a pu le voir, hein. Donc on peut pas parler avec vous parce que vous êtes un nazi, un agent de la CIA ou je sais pas quoi, ou un sale connard, tout simplement. Les gens ont tendance à casser leur discussion tout simplement avec un argument fallacieux, hein. Vous n'avez pas les diplômes donc vous ne pouvez pas, enfin, on pourrait me dire vous n'avez pas un doctorat de philosophie donc vous ne pouvez pas parler de philosophie. Moi je répondrais, est-ce qu'il faut forcément un diplôme pour acquérir la sagesse? Et puis ainsi de suite, on pourrait rentrer dans un débat intéressant là-dessus, mais si vous voulez, la rhétorique est là justement pour nous donner des armes pour déjà convaincre et puis ensuite si vous voulez casser repérer, pouvoir se défendre face à des arguments sophistiques et dégueulasses, et puis se défendre et puis attaquer aussi, parce que c'est pas parce qu'on se prend des sales coups, des questions fallacieuses, des raisonnements fallacieux face à soi qu'il faut ne pas s'en défendre. Voilà, hein. Parce que comme j'ai pu le dire déjà avant, mais je le redis ici, hein, un sophiste, c'est quelqu'un, pardon, qui maîtrise très bien la rhétorique. C'est comme un avocat, un vendeur de voiture, c'est quelqu'un qui est capable de vous embobiner tout simplement en vous mettant face à vous des raisonnements qui ont l'air logiques, qui connectent logiquement des idées entre elles, mais qui en fait n'ont aucun sens. On verra plus tard le sens. Et en fait, c'est par exemple, voilà, comme j'ai dit, hein, plus il y a de gruyère, plus il y a de trous, donc plus il y a de trous, moins il y a de gruyère, et donc plus il y a de gruyère, moins il y a de gruyère. Voilà, c'est ça. Ou alors plus connu, un cheval, tout ce qui est rare est cher. Un cheval à trois pattes est plutôt rare, donc un cheval à trois pattes est cher. Enfin, oui, effectivement, donc ça, et en fait, ou un mouton à cinq pattes, voilà, est cher. Non, en fait, ce qui nous intéresse chez le cheval, c'est le cheval à quatre pattes qui est capable de courir. Mais c'est vrai, comme on dit, tout ce qui est rare est cher. Bah, enfin, si vous voulez, on vous assemble comme ça des connexions logiques, des syllogismes, hein, ça s'appelle. Et puis, avec ces syllogismes, on peut mettre en relation des choses qui ont l'air a priori logiques. Donc votre esprit va pouvoir percevoir et connecter. Mais en fait, si vous voyez, c'est très simplement des figures géométriques qui sont, si vous voulez, impossibles. Je sais pas si vous connaissez cette figure de l'escalier, c'est un carré comme ça, puis c'est un escalier qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et qui en fait monte, revient à son point de départ, monte, 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 ainsi de suite. Et quand on le voit d'un certain angle, cet escalier est impossible, géométriquement impossible, puisque l'escalier, c'est une illusion d'optique, on dirait qu'il monte sans cesse, et en fait, quand il a fini de monter, il monte à son point de départ, si vous voulez. Je sais plus comment s'appelle cet escalier, mais si vous voulez dire, il y a des figures géométriques qui sont impossibles, et c'est ce qu'on essaye de vous imposer, si on devait utiliser la géométrie pour expliquer ça, dans votre esprit. On connecte de façon illogique des choses entre elles. Et donc, il va falloir les détecter, savoir se défendre, savoir contre-attaquer avec ces choses-là. Ça se fait dans le langage. Et attention, la rhétorique, ça s'utilise. J'ai encore utilisé de la rhétorique aujourd'hui pour voilà, dans le cadre de mon travail. La dialectique et de la rhétorique, c'est-à-dire que j'ai tout simplement fait quelque chose que je fais très souvent, c'est-à-dire que j'ai écouté effectivement le point de vue de mon interlocuteur, je me suis tu pendant ce temps-là, et quand c'était à mon tour de rétorquer,
j'ai dit quelque chose que je fais très souvent, et je vous conseille de faire, je suis d'accord avec vous, mais, et puis là j'ai développé un aspect de mon point de vue, et puis effectivement on s'est retrouvé plus ou moins d'accord, mais il se trouve que la rhétorique s'utilise. Je ferai peut-être sans doute d'autres vidéos sur la rhétorique parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment fascinant de comprendre qu'on est capable de dire tout et n'importe quoi avec le langage, des choses logiques, des choses illogiques. On est capable de manipuler, d'influencer, de mentir. On est capable de faire beaucoup de choses avec le langage et il faut le savoir. On peut tout simplement manipuler la vérité avec le langage, ça se fait très bien, il faut, voilà. Rien ne peut remplacer l'article de Wikipédia que je vous ai proposé d'aller voir, parce que là, il y a vraiment tout, et comme j'ai pas envie de, voilà, de vous faire du recrachis d'internet, donc j'essaye d'un peu de synthétiser ce que moi je vois comme dans la rhétorique. C'est souvent pas bien méchant, hein, c'est pas souvent dégueulasse la rhétorique, mais ça peut l'être. Euh, tout ce qu'il faut faire, c'est savoir que ça existe, et surtout face à quelqu'un qui est très fort en rhétorique et qui est surtout quelqu'un de malhonnête, c'est-à-dire quelqu'un qui est fort, qui peut convaincre les autres et vous-même, et qui va essayer de vous mettre dans des positions délicates au niveau du langage, et bien à ce moment-là, le premier truc à faire, c'est quand même de rester calme et d'analyser les propos d'une personne. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a essayé, j'ai dit quelque chose et puis on a exagéré mon propos, c'est-à-dire on a reformulé mon propos en l'exagérant. Eh bien, j'ai tout simplement repris la personne à la fin de sa phrase, parce que je suis poli, j'attends qu'elle ait fini sa phrase, et je lui ai dit, mais attention, là tu m'expliques ce que j'ai dit, tu l'as grossi à une loupe fois 1 milliard, effectivement, si on fait ça pour tout, et puis je me suis amusé, j'ai fait une petite blague là-dessus, effectivement, j'ai pas cassé son propos, j'ai diminué la force de son propos tout en montrant l'illogicité, le fait que effectivement, si vous prenez un détail et puis vous le grossissez fois 10 000, effectivement, on a l'impression que c'est énorme. Je vais essayer de vous donner un exemple. Tout simplement, quand quelqu'un vous dit, par exemple, je sais pas, quelqu'un vous dit, moi je veux pas faire d'enfant, par exemple, et vous vous mettez à lui dire, voilà, mais si tu ne fais pas d'enfant, tu te rends compte, et si tout le monde faisait comme toi, eh bien il y aurait plus d'enfants sur Terre, il y aurait plus d'êtres humains, etc., etc. La personne peut se dire, ouais, c'est vrai, faut peut-être que je fasse des enfants parce qu'effectivement, si j'en fais pas, il y en a plus. C'est, vous voyez, on arrive. Eh bien, en fait, tout simplement répondre, oui, mais moi, c'est moi. Pour l'instant, j'ai pas envie d'en faire. J'attends un certain âge, etc. Et puis, un jour, j'aurai envie d'en faire, mais là, j'ai pas envie d'en faire. Et puis quelqu'un a pris ce petite phrase que vous avez dit, la grossi fois 10 000, effectivement, si vous grossissez le truc, tu te rends compte, pas d'enfant, mais ta vie n'a pas de sens, et puis qui va payer ta retraite, et puis enfin, vous voyez, vous pouvez grossir les choses fois 1 milliard. Effectivement, rappelez juste à la personne que moi je suis pas toute l'humanité, j'ai certaines raisons, vous pouvez argumenter dessus. Voilà, faut savoir qu'on peut le faire. Un endroit où on peut trouver beaucoup de rhétorique, c'est à la télévision. Souvent de la bonne, de la mauvaise, il y a toutes sortes de rhétorique. Moi, ce que j'essaie de vous conseiller, c'est d'aller voir effectivement ces articles Wikipédia. Ça va être vraiment, c'est passionnant, comment on peut vraiment manipuler des phrases, des idées, ce genre de choses. Et puis, voilà, au niveau pratique, c'est très utile, hein. C'est-à-dire que dans une discussion, si on est vraiment un grand maître en rhétorique, on peut arriver dans une discussion sans rien connaître au sujet et avoir toujours raison. Ça, c'est assez extraordinaire. Sachez que des gens qui sont vraiment très forts en rhétorique, qui peuvent être dans un sujet où ils connaissent rien du tout, et justement, en cassant la façon dont les gens s'expriment, où les gens s'argumentent de différentes manières, ils sont capables de donner une tendance à un discours et ce genre de choses. Alors, je vais faire un petit peu d'aristotélicianisme, je sais pas comment ça peut se dire, mais si j'étais Aristote, je vous dirais tout simplement que le problème de la rhétorique pour la rhétorique, du sophisme pour le sophisme, c'est très agréable, c'est super, on peut convaincre tout le monde, etc. Malheureusement, c'est vraiment un espace de stérilité. C'est-à-dire que faire de la rhétorique pour faire de la rhétorique, casser les gens pour casser les gens, c'est ce qu'il y a, c'est bien de savoir le faire, de savoir se défendre, mais c'est un espace très stérile. C'est-à-dire que finalement, si on recherche le bien, la vérité, le beau, le vrai, etc., eh bien, l'espace de la rhétorique est malheureusement un espace assez stérile. Ça permet surtout de se défendre quand on est quelqu'un d'honnête, et quand on est quelqu'un de malhonnête, ça permet d'attaquer. Mais rien n'est bon quand on fait de la rhétorique pour faire de la rhétorique. On n'obtient rien. Voilà. Et par contre, un autre aspect de la rhétorique qui est souvent oublié, c'est que ça peut tout simplement être drôle. Euh, se casser avec ses amis pour rire, ça peut vraiment être vraiment drôle.
On peut utiliser cette façon-là de reformuler, d'attaquer, etc. Quand on est avec ses amis, ça peut être drôle et sympa. Je vous conseille d'essayer. Ça peut faire de vous quelqu'un de brillant et de spirituel. Alors tout simplement, d'utiliser quelques trucs dans le langage, et puis au bout d'un moment, à force de les utiliser, vous les maîtrisez assez. Ça peut devenir très drôle. Voilà. Euh, Sachez juste, et ça va m'aider pour une vidéo que je ferai plus tard sur l'âme, c'est que sachez qu'on peut être convaincu tout simplement parce que c'est la voix, c'est une vibration sonore, et cette vibration sonore, parfois on entend certaines phrases, et c'est ça aussi le rôle du philosophe. Certaines phrases sont tellement puissantes, si vous voulez, qu'elles vibrent en nous, elles résonnent en nous, et elles vont complètement nous faire changer d'avis, de point de vue, nous faire voir les choses différemment. Souvent, il suffit tout simplement que quelqu'un vous propose une association d'idées, euh, pour que soudainement vous voyez le monde complètement différemment. Moi j'en ai eu une, je peux vous en parler, c'est le jour où j'ai lu dans un livre le mot virilité intellectuelle. Là ça a complètement transformé ma vision, si vous voulez, de qu'est-ce que pouvait être l'intellectualisme, ou ce qu'on dit vulgairement un intello, ce genre de choses. Rien que le fait qu'on puisse mettre, et ça j'avais jamais imaginé que ça puisse exister, le fait qu'on puisse mettre virilité intellectuelle dans un texte, ça a complètement bouleversé ma façon de voir les choses. Donc voilà, sachez que la rhétorique est importante. La dialectique aussi, je vais aussi reparler un peu de dialectique. La dialectique est importante pour trouver la vertu dans un discours. La vertu, c'est quoi? C'est essayer ne pas convaincre l'autre, mais essayer de gagner le maximum du discours de l'autre. Et si vous voulez, le but de la rhétorique, à la limite, ça serait juste de savoir, de façon la plus vertueuse possible, ça serait de savoir se défendre dans un discours, pour, même si on est génial et on a plein de bonne volonté, ne pas se faire casser par des gens qui finalement ne cherchent qu'à se faire du pognon avec tout ce qui est de l'ordre de l'oral, hein, tout ce qui est de l'ordre de la rhétorique. Parce qu'il y a des gens, et puis tant mieux pour eux, il en faut aussi des gens qui sont très forts en rhétorique, mais qui sont là que pour se faire du pognon. Et il y a aussi des gens qui, plus vertueux et peut-être plus sages, on verra, je suis pas sûr. Moi, je crois qu'il faut savoir faire les deux, attaquer et se défendre. Et puis des gens plus vertueux, plus sages, qui sont là, utilisent que la rhétorique pour essayer euh, dans un discours, d'arriver à, on va dire, la sagesse. Ça serait ce qui est de l'ordre du ce qui nous construit, on va dire. On est bon dans une discussion, n'est bonne vraiment que quand elle nous construit, en réalité. Bon, bref. Allez, on passera à la suite, ça sera l'éthique et la morale. Et je vous souhaite une très bonne soirée, et puis à bientôt.